Sous les cendres, redécouvrir le monde perdu. Imaginez marcher à travers un champ tranquille en Grèce ou en Turquie, l'air immobile, la terre craquelée par le soleil. Vous ne devineriez jamais que juste sous vos pieds se trouve une ville qui résonnait autrefois de musique, de commerce, de prières et de rires. Une ville disparue il y a des milliers d'années, ensevelie sous les cendres, oubliée par le temps lui-même. Pendant des siècles, personne ne se souvenait même de leur nom, ni les Minoens, ni les Mycéniens, ni les Hittites. C'est comme si tout un chapitre de l'histoire humaine avait été arraché et dispersé au vent. L'histoire ne commence pas avec des rois ou des batailles, mais avec la curiosité, avec des gens qui refusèrent de croire que les mythes n'étaient que des histoires. À la fin des 1800, des archéologues et des rêveurs ont commencé à creuser le sol de la Méditerranée orientale. Ce qu'ils ont découvert a stupéfié le monde, des traces de civilisations avancées qui existaient bien avant la Grèce antique, avant Rome, même avant les plus anciennes villes de la Bible. Pendant des siècles, les savants pensaient que la civilisation avait commencé en Égypte et en Mésopotamie, les terres du Nil et du Tigre. Mais et si d'autres existaient? D'autres qui construisaient des palais au lieu de pyramides, qui commerçaient au lieu de conquérir, et qui ne laissaient aucun monument pour se vanter, seulement les traces silencieuses de leur vie. C'est le mystère qui a commencé à se dévoiler lorsque les explorateurs ont commencé à retourner les pierres. Le premier grand indice est venu d'un homme nommé Heinrich Schliemann. Il était obsédé par les récits d'Homère sur Troie et Mycène. Tout le monde lui disait que ce n'étaient que des légendes, des histoires chantées par des poètes, pas de vrais lieux. Mais Schliemann était obstiné. Il a commencé à creuser, convaincu que la vérité était cachée sous des couches de terre. Et puis, incroyablement, il les a trouvées. Des masques d'or, de puissants murs, et des tombes remplies de trésors qui semblaient murmurer « Nous avons existé ». À peu près au même moment, un autre homme, Arthur Evans, suivait une série d'indices jusqu'à l'île de Crète. Là, il a découvert quelque chose d'encore plus ancien, un palais si vaste et complexe qu'il pensait que c'était forcément le labyrinthe du roi Minos lui-même. Il a appelé ses habitants les Minoans, d'après le roi légendaire. Ce qu'Evans ne savait pas, c'est qu'il venait de mettre au jour l'une des premières civilisations d'Europe, une civilisation qui avait prospéré alors qu'une grande partie du monde vivait encore dans de petits villages dispersés. Et puis, dans les hautes terres de Turquie, les Hittites sont sortis de la poussière. Pendant des siècles, ils n'étaient en être connus que par de vagues mentions dans des inscriptions égyptiennes, des noms fantomatiques d'un empire rival. Mais lorsque les archéologues ont découvert les ruines de Hattusa, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Des bibliothèques de tablettes d'argile écrites dans une langue oubliée. Une fois déchiffrées, elles révélaient des traités, des lois, des lettres entre rois, même le premier accord de paix connu de l'histoire. Soudain, les Hittites n'étaient plus de simples murmures dans l'histoire des autres. Ils avaient leur propre voix. Ce qui relie toutes ces découvertes, ce n'est pas seulement l'excitation de trouver quelque chose de vieux, mais la prise de conscience de tout ce que nous avions perdu. Pendant des milliers d'années, les Mycéniens, Minoans et Hittites avaient se façonné le monde ancien, commerçant, inventant, explorant. Puis, vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, ils ont tous disparu. Les palais ont brûlé, les villes se sont effondrées, l'écriture a disparu. C'était comme si les lumières de la civilisation s'étaient soudainement éteintes sur toute la Méditerranée orientale. Les archéologues appellent cela l'effondrement de l'âge du bronze, et même aujourd'hui nous ne savons pas complètement pourquoi cela s'est produit. Était-ce la sécheresse, la guerre, les mystérieux peuples de la mer venus de loin, ou quelque chose de totalement différent? Ce que nous savons, c'est que lorsque ces flammes se sont éteintes, le monde les a oubliées pendant plus de 3000 ans. Et c'est ce qui rend leur redécouverte si puissante. Chaque masque extrait de la terre, chaque mur peint ou tablette craquée, est une voix qui revient du silence. C'est la preuve que notre histoire en tant qu'humain est plus profonde et plus ancienne que nous ne l'avions jamais imaginé. Ces civilisations oubliées nous rappellent que le progrès n'est pas une ligne droite. C'est une chaîne fragile de mémoire. Et pendant longtemps, cette chaîne était brisée. Mais maintenant, morceau par morceau, nous retrouvons les maillons, enfouis sous les cendres du temps. C'est là que notre voyage commence, avec la redécouverte de mondes que la Terre elle-même a tenté de cacher. Et une fois que vous avez vu ce qui se trouve en dessous, vous ne regarderez plus jamais le sol sous vos pieds de la même manière. Maître de la mer,
la puissance de la flotte minoenne. Fermez les yeux et imaginez le bleu profond de la mer Égée, le soleil scintillant sur l'eau et des dizaines de navires élégants fendant les vagues. Leurs voiles sont colorées, leurs rames bougent en parfait rythme. Voici le monde des Minoens, un peuple qui régnait non pas par l'épée ou les murailles, mais par la mer. Bien avant que les armes de fer ou de grandes armées ne traversent que l'Europe, les Minoens de Crète avaient déjà maîtrisé l'art de la connexion. Leur île se trouvait au carrefour du monde antique, à mi-chemin entre l'Égypte, l'Anatolie et la Grèce continentale. La mer n'était pas une barrière, elle était leur route, et ils la parcouraient avec assurance. Leurs navires étaient différents de tout ce que leurs voisins avaient jamais vu. De longs vaisseaux étroits avec des proues hautes, conçus à la fois pour la vitesse et la grâce. Ils transportaient des marchands, des artisans, des diplomates et des explorateurs. Depuis la Crète, ils naviguaient vers les Cyclades, Chypre, les côtes de la Syrie et de l'Égypte. Partout où ils allaient, ils apportaient de la poterie fine, de l'huile d'olive, des textiles et des objets en métal, des biens si beaux que d'autres cultures commencèrent à imiter le style minoen. Mais ce qui rendait vraiment leur flotte puissante n'était pas seulement les navires, c'était ce qu'ils représentaient, contrôle, communication et sécurité. Les Minoens n'avaient pas besoin de murs massifs ni de grandes armées. Leur pouvoir flottait sur les vagues. Leurs navires transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées, de l'art et de la culture. Et grâce à cela, la Crète devint le centre d'une des civilisations les plus paisibles et prospères de l'âge du bronze. À leur apogée, vers le XVIIe siècle avant notre ère, les Minoens construisirent des ports tout le long de leurs côtes. Knossos, Phaistos, Malia, Zakros, chacun étant un centre de commerce et d'influence. Depuis ces ports, leurs marins partaient à travers la mer Égée, traçant des routes que d'autres suivraient pendant des siècles. Ils établirent ce que certains historiens appellent la première thalassocratie, un pouvoir basé sur la mer, un empire sans frontières, tenu par des navires plutôt que par des soldats. Et cette maîtrise de la mer influença toute leur vie. Elle se voit dans leur art, des dauphins dansant sur les murs des palais, des navires peints sur la poterie, des pêcheurs travaillant sous un ciel lumineux. Elle se retrouve aussi dans leur architecture, des cours ouvertes, des designs fluides, des escaliers qui semblent spiraler comme des vagues. Même leur écriture, le linéaire A, encore indéchiffré, pourrait avoir servi à enregistrer le commerce, les cargaisons et les échanges maritimes. La mer les protégeait également. Aucune armée ennemie ne pouvait atteindre facilement la Crète, et aucune flotte adverse ne pouvait rivaliser avec leur maîtrise des eaux. Pendant des siècles, cette protection permit aux Minoens de prospérer en paix, tandis que d'autres menaient des guerres sans fin sur le continent. Leur culture devint une culture de raffinement plutôt que de conquête, la beauté plutôt que la brutalité, l'art plutôt que l'armure. Pourtant, comme la mer elle-même, la fortune change. Vers le XVe siècle avant notre ère, la flotte minoenne commença à décliner. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et la montée de puissances rivales, surtout les Mycéniens de Grèce, érodèrent lentement leur domination. La grande éruption de Terra, aujourd'hui appelée Santorin, aurait pu détruire leurs ports et leurs flottes, paralysant leur puissance. Le commerce faiblit et les maîtres de la mer commencèrent à disparaître à l'horizon. Pourtant, leur héritage perdura. Les Minoens tracèrent la voie pour toutes les civilisations maritimes qui suivirent, des Phéniciens aux Athéniens. Ils montrèrent que le pouvoir ne vient pas toujours des armées ou des murailles, mais de la compréhension des marées et de la confiance en l'horizon. Tenez-vous aujourd'hui sur les falaises de Crète et regardez vers le bleu infini, et vous pourrez presque le voir. La silhouette d'un navire, ses voiles gonflées par le vent, glissant sur la mer qui leur appartenait autrefois. Les vagues murmurent encore leur histoire, celle de marchands, d'explorateurs et de rêveurs qui firent de l'océan leur royaume. La maison d'Atrée, légende de pouvoir et de tragédie. Certaines familles bâtissent des empires, d'autres construisent des malédictions. La maison d'Atrée fit les deux. C'est l'une des histoires les plus troublantes jamais racontées, non à cause de châtiments divins ou de monstres, mais parce qu'elle semble si réelle. Pouvoir, jalousie, trahison, vengeance. Les mêmes forces qui animent les royaumes ont toujours existé au sein des familles. Et à Mycène, ces forces régnaient sur le trône. L'histoire commence avec Tantale, un roi si favorisé par les cieux qu'il fut invité à dîner parmi eux.
Mais l'orgueil est un invité dangereux. Pour tester la sagesse du divin, il servit un repas terrible, son propre fils, Pélops, cuisiné et offert comme nourriture. Les hôtes furent horrifiés. Ils punirent Tantale en le jetant dans une faim et une soif éternelle, toujours tendue vers des fruits et de l'eau qu'il ne pouvait jamais atteindre. Pourtant, même après que Pélops fut rétabli, la malédiction avait déjà commencé. La maison d'Atrée était marquée. Pélops grandit et régna sur un royaume puissant, épousant richesse et influence, et de lui naquirent 2 fils, Atrée et Thyeste, frères, rivaux, ennemis. Leur querelle commença, comme souvent, par une trahison. Thyeste séduisit la femme d'Atrée et vola le trône. Quand Atrée le reprit, sa vengeance fut impitoyable. Il invita son frère à un festin, massacra les fils de Thyeste et les lui servit sur des assiettes d'or. À partir de ce moment, la malédiction s'approfondit. L'histoire de la famille devint plus sombre à chaque génération, enchevêtrée de mensonges, de sang et de pouvoir, jusqu'à atteindre ses héritiers les plus célèbres, Agamemnon et Ménélas. Agamemnon, roi de Mycène, fut le plus puissant des chefs grecs partis pour Troie. Son frère, Ménélas, était le mari trompé d'Hélène, la femme dont la beauté lança 1000 navires. Mais la guerre qui suivit n'était pas seulement une question d'amour ou d'honneur. Il s'agissait d'héritage et de destin. Avant même que la flotte ne parte pour Troie, les vents s'éteignirent et les mers se calmèrent. Les voyants déclarèrent que le seul moyen d'avancer était un sacrifice. Sa fille, Iphigénie, le roi qui commandait les armées, ne pouvait pas commander le destin. Il fit ce choix impensable, et les vents revinrent. Mais lorsqu'il rentra de Troie, victorieux mais vide, la malédiction l'attendait. Dans son palais, son épouse Clytemnestre l'attendait aussi, non comme une reine aimante, mais comme une femme qui avait compté chaque année de son chagrin. Elle avait vu son mari sacrifier leur enfant. Elle avait régné seule, endurcie par la colère et la douleur. Quand Agamemnon franchit à nouveau la porte des lions, elle l'accueillit avec des robes écarlates et des mots de bienvenue. Puis, avec un couteau, sa mort ne fut pas la fin, seulement un autre tour dans la spirale. Leur fils, Oreste, revint plus tard venger son père, tuant sa mère et son amant. Pour cela, il fut hanté par des visions de vengeance qui le tourmentèrent sans repos. La maison d'Atrée était devenue le miroir de l'âge du bronze lui-même, où ambition et orgueil, jadis source de grandeur, se retournaient et dévoraient tout. Mais ce qui rend la légende inoubliable, c'est que sous toute l'horreur et le mythe, elle reflète une vérité profondément humaine. Les Mycéniens bâtirent un monde guidé par la gloire et l'héritage. Chaque roi voulait être mémorisé, chaque héritier voulait surpasser le précédent. Pourtant, la même fin qui les rendait puissants les rendait aussi fragiles. La malédiction ne venait pas des cieux, elle venait de l'intérieur. Les archéologues ont découvert les tombes des souverains mycéniens remplies de masques d'or et d'armes, leur pouvoir figé dans la terre. Peut-être que l'un de ces visages appartenait à un roi atréide. Peut-être que les histoires furent écrites autour de personnes réelles dont les triomphes et les tragédies résonnèrent à travers les générations jusqu'à devenir mythes. Aujourd'hui, debout parmi les ruines de Mycène, regardez vers les montagnes. Les pierres sont silencieuses, mais vous pouvez presque l'entendre, le murmure d'une dynastie qui brûla trop vivement. La maison d'Atrée n'était pas seulement une histoire de meurtres et de vengeance, c'était le récit de la manière dont grandeur et temple et tradition. Le monde spirituel des Hittites. Perché dans les collines de l'ancienne Anatolie, là où les vents secs traversent les vallées rocheuses et où la terre sent la poussière et les grains, se trouvait le cœur sacré de l'empire hittite. Il ne s'agissait pas d'un seul temple ni d'une seule ville sainte, mais d'un réseau de sanctuaires, de lieux sacrés et de rituels qui unissaient tout leur peuple. Pour les Hittites,
le monde spirituel n'était pas distant. Il vivait dans le sol, les montagnes, le tonnerre et la pluie. Tout autour d'eux était vivant de puissance. La capitale, Hattusa, était construite comme une ville dans un sanctuaire. Parmi ses murs et ses portes de pierre, prêtres et prêtresses circulaient dans des cours remplies d'offrandes et d'encens. Le grand temple, le plus vaste de la ville, était dédié à 2 forces qu'ils vénéraient le plus, la tempête qui apporte la pluie et le soleil qui donne la vie. Chacune représentait énergie, équilibre et renouveau, les rythmes qui maintiennent le monde en vie. À l'intérieur du temple, les rituels suivaient un ordre reflétant la croyance hittite en l'harmonie entre les hommes, la nature et l'invisible. Les prêtres, vêtus de robes blanches, récitaient des hymnes écrits des siècles auparavant, tandis que les assistants versaient vin, huile et grains sur les autels. Ces offrandes n'étaient pas faites par crainte, mais par respect, pour maintenir la paix entre les mondes visibles et invisibles. Une des découvertes les plus remarquables près de Hattusa est le sanctuaire de Yaslukaya, un temple en plein air sculpté directement dans les falaises de calcaire. Là, des rangées de reliefs en pierre montrent une longue procession de divinités, chacune distincte, chacune représentant un aspect de la nature ou de la vie humaine. Montagne, rivière, tempête, justice, fertilité. Les sculptures semblent se mouvoir à l'unisson, figées dans une cérémonie intemporelle. C'est ici que les rois hittites venaient renouveler leur pouvoir, affirmer leur devoir de gardien de l'ordre. Les Hittites ne cherchaient non pas à effacer les croyances des autres. Partout où leur influence s'étendait, en Syrie, le long de l'Égée, vers la Mésopotamie, ils embrassèrent les coutumes locales et les combinaient aux leurs. Cette ouverture créait une riche tapisserie de traditions. Ils se disaient « le pays aux 1000 esprits » et dans cette diversité, ils trouvaient leur force. Les festivals marquaient le passage des saisons, semailles, récoltes, pluie et renouveau. À ces occasions, les villes se remplissaient de chants, de danses et de rituels. Les offrandes n'étaient pas seulement destinées à honorer la nature, mais à rappeler au peuple sa connexion avec elle. Chaque sécheresse, chaque inondation, chaque tempête avait une signification. Vivre en équilibre n'était pas seulement sagesse, c'était survie. Même dans leurs lois et leur vie quotidienne, ce respect se manifestait. Les contrats et traités commençaient par des invocations aux forces supérieures de la nature, leur demandant d'être témoins des promesses faites. Avant de grandes batailles ou décisions royales, des cérémonies étaient accomplies pour obtenir clarté et faveur. Les Hittites croyaient que l'ordre sur terre reflétait celui du monde au-delà. Quand leur empire tomba finalement, leurs temples furent ensevelis sous des siècles de silence. Mais les gravures de Yaslukaya et les tablettes de Hattusa ont survécu, conservant le témoignage d'un peuple qui voyait l'univers comme sacré et interconnecté. Aujourd'hui, si vous vous tenez parmi ces pierres usées par le temps, vous pouvez presque sentir les échos de cette foi ancienne, le souffle du vent à travers les portes du temple, le souvenir lointain des chants portés par l'air. Les Hittites ont peut-être disparu, mais leur vision de l'équilibre, entre terre et ciel, entre puissance et paix, nous parle encore à travers les pierres qu'ils ont laissées. Crépuscule mycénien, la fin des héros. Toute civilisation a son âge d'or et son crépuscule. Pour les Mycéniens, ce crépuscule arriva lentement, comme le déclin d'un grand feu. Leur cité tenait encore sur les collines de Grèce, Mycène, Tyrinthe, Pylos, leurs murs intacts, leurs palais encore vivants. Mais sous la surface, quelque chose changeait. Le monde qui avait produit rois et héros commençait à se déliter. Au XIIIe siècle avant notre ère, les Mycéniens étaient à leur apogée. Ils commandèrent des flottes à travers l'Égée, commerçaient avec l'Égypte et l'Anatolie, et remplissaient leurs palais de marchandises venues de terres lointaines. Les tablettes en linéaire B enregistraient toujours les expéditions d'huile, de céréales et de bronze. Les scribes étaient occupés, les forges brûlaient. Pourtant, ces mêmes archives laissaient entrevoir l'inquiétude, pénurie, fortifications en construction, armes stockées, comme si les dirigeants pressentaient ce qui allait arriver. Les premiers coups vinrent de la nature. Des tremblements de terre secouèrent le Péloponnèse, détruisant des parties des citadelles. Certaines villes furent reconstruites, plus solides, plus hautes, plus fortifiées. D'autres ne se relevèrent jamais. Puis vint la famine. Les récoltes échouèrent, les routes commerciales s'interrompirent, et les palais autrefois prospères ne purent plus nourrir leurs habitants. Les forces extérieures pressèrent également. À travers la Méditerranée, le chaos se répandait.
des empires établis depuis des siècles, Hittites, royaume du Levant, même l'Égypte, étaient assiégés par des migrations et des effondrements internes. Les mêmes mystérieux peuples de la mer qui brûlaient toutes les cités de l'Anatolie au Levant atteignirent peut-être aussi les côtes grecques. Certaines cités mycéniennes furent détruites par le feu, d'autres abandonnées. Mais toute destruction ne venait pas de l'extérieur. Des signes de rébellion apparaissent, palais incendiés de l'intérieur, tombes royales pillées, archives interrompues en plein milieu. Il est possible que les habitants, épuisés par la faim et les années de guerre, se soient retournés contre leurs dirigeants. Le système qui les unissait, le pouvoir du Wanax, l'économie palatiale, le contrôle des scribes, s'effondra simplement. Quand la fumée se dissipa, les grands centres du pouvoir mycénien avaient disparu. Le linéaire B disparut, ne fut jamais réutilisé. Le commerce chuta presque totalement. Pendant des siècles, la Grèce sombra dans le silence, une période que les historiens appellent désormais l'âge des ténèbres. Plus de rois, plus d'écrits, plus de monuments. Juste des villages dispersés luttant pour survivre et des souvenirs d'un temps où des héros régnaient sur le pays. Mais ces souvenirs ne moururent pas, ils se transformèrent. Les Astakampa. Histoire de Mycène, de Troie, des guerriers et des rois furent transmises oralement, remodelées au fil des générations. Quand l'écriture réapparut des siècles plus tard, ces récits devinrent les épopées que nous connaissons encore, contes de courage, de fierté et de perte, portant de faibles échos du monde mycénien réel. Ainsi, quand nous parlons d'Agamemnon, d'Achille ou d'Hélène, nous n'entendons pas que des mythes. Nous entendons les derniers reflets d'une civilisation qui croyait que ses murs tiendraient pour toujours. Aujourd'hui, quand on se promène parmi les ruines de Mycène au coucher du soleil, les pierres se teintent d'or dans la lumière déclinante. La porte des lions projette une longue ombre, et le vent glisse doucement dans les salles vides. On ressent la fin de quelque chose de vaste, la clôture d'une époque. Les héros sont partis, leur voix perdue dans le temps, mais le silence qu'ils ont laissé semble encore vivant. Le crépuscule mycénien ne fut pas seulement la chute d'un peuple, ce fut la fin d'une idée que la gloire pouvait survivre au temps. Pourtant, d'une certaine manière, ils avaient raison. Les pierres tiennent toujours, les légendes parlent encore, et à travers elles, le monde qu'ils ont bâti respire encore dans le crépuscule. Les peuples de la mer, les envahisseurs mystérieux. À travers la Méditerranée antique, vers le XIIe siècle avant notre ère, les cités commencèrent à brûler. Des palais qui avaient résisté pendant des siècles, de l'Anatolie au Levant, de Chypre à la Grèce, furent soudain réduits en cendres. Les routes commerciales s'effondrèrent, les empires tombèrent. Et derrière une grande partie de cette destruction, un nom revient sans cesse sur des tablettes brisées et des inscriptions effacées, les peuples de la mer. Personne ne sait exactement qui ils étaient. Pour les Égyptiens, ce furent des envahisseurs, venus du nord, arrivant par bateau et balayant les côtes comme une tempête. Pour d'autres, il s'agissait de réfugiés, des vagabonds poussés par la faim, la sécheresse ou la guerre. Quoi qu'il en soit, ils changèrent l'histoire. Ils apparaissent d'abord dans les archives de l'Empire hittite en déclin. Les villes de la côte occidentale de l'Anatolie furent pillées et brûlées. Les lettres de cette période racontent des ennemis arrivant par la mer, rapides, destructeurs, implacables. Puis vinrent Chypre, le Levant et enfin l'Égypte. Ce fut une chaîne entière de civilisations qui s'effondra l'une après l'autre en moins d'un siècle. Les Égyptiens les affrontèrent lors de l'une des rares batailles documentées, un affrontement massif sur terre et sur mer sous le règne de Ramsès III. Les bas-reliefs du temple de Médinée-Abou montrent encore le chaos. Chars renversés, navires s'entrechoquant, archers tirant depuis les ponts. Les peuples de la mer venaient par vagues, hommes, femmes et enfants, transportant leurs biens sur des chars tirés par des bœufs, non seulement des pillards, mais des peuples entiers en migration. L'Égypte survécut de justesse, mais une grande partie du reste du monde de l'âge du bronze ne s'en remit pas. Qui étaient-ils? Les chercheurs débattent depuis plus d'un siècle. Certains pensent qu'il s'agissait de groupes déplacés de la mer Égée, peut-être des Mycéniens fuyant leur propre monde en ruine. D'autres les voient comme des habitants d'Italie, de Sicile ou des îles méditerranéennes, se déplaçant vers l'est à la recherche de nouvelles terres. Il existe même des indices dans leurs armes et poteries, des styles mélangeant des cultures autrefois séparées par la mer. Ce qui semble certain, c'est que les peuples de la mer furent à la fois cause et symptôme du grand effondrement. Alors que la sécheresse et la famine se répandèrent dans la région, que le commerce faiblissait et que les cités s'affaiblissaient,
Ils arrivèrent, attaquant, s'installant, survivant. Ils ne détruisirent pas seuls l'âge du bronze, mais ils contribuèrent à en marquer la fin. Quand les flammes s'éteignirent, une grande partie de ce qui définissait ce monde disparut. Les palais mycéniens furent réduits en ruines. Les archives hittites se changèrent en poussière. Même l'Égypte, bien qu'ayant survécu, ne retrouva jamais sa puissance d'antan. Pendant des siècles, la Méditerranée orientale sombra dans l'obscurité. Un silence interrompu seulement par des villages dispersés et des souvenirs défaillants. Pourtant, de ce silence, de nouvelles cultures émergèrent. L'âge des empires céda la place à celui de petits royaumes, des outils de fer, de nouveaux départs. Les peuples de la mer disparurent aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus, ne laissant derrière eux que des traces, fragments de poterie, quelques noms gravés dans la pierre et l'écho du chaos qu'ils laissèrent. Aujourd'hui, debout sur la côte égéenne, regardant l'horizon se fondre dans la brume, il est facile de les imaginer encore. Des navires surgissant du brouillard, voiles gonflés par le vent, portant des peuples dont l'histoire devint le tournant de tous. Les peuples de la mer n'ont pas seulement mis fin à un âge, ils ont forcé le monde à recommencer. La toile de l'âge du bronze, un monde connecté avant l'histoire. Imaginez ceci, un monde sans carte, sans boussole, sans moteur. Et pourtant, des navires traversent les mers, des marchands échangent des métaux, des épices et des histoires, et des rois dans des terres lointaines s'écrivant entre eux dans la même langue. Ce n'est pas le monde moderne, c'est l'âge du bronze, plus de 3000 ans avant notre époque, quand la civilisation était déjà globale dans l'esprit, même si les gens ne connaissaient pas encore la taille exacte de leur monde. Il est facile d'imaginer les anciens vivants isolés, chaque royaume derrière ses murailles, ignorant ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. Mais la vérité est tout le contraire. De l'Égypte à la Mésopotamie, de la Crète à l'Anatolie, un réseau de commerce et de diplomatie s'étendait comme des fils invisibles sur terre et sur mer. Le bronze, le métal brillant qui donna son nom à cette époque, était au cœur de tout, un alliage de cuivre et d'étain, simple en apparence, sauf que ces deux métaux venaient rarement du même endroit. Cela nécessitait coopération ou conquête. Pour fabriquer du bronze, un marchand minoen en Crète pouvait avoir besoin de cuivre venant de Chypre et d'étain de terres lointaines d'à l'est, peut-être même des montagnes de l'Afghanistan actuel. Pour l'obtenir, les navires devaient traverser des mers dangereuses, chargés de métaux, d'huile, de textiles et de céréales. Sur ces mêmes routes, ils transportaient quelque chose d'encore plus précieux, des idées. Imaginez les ports. À Ugarit, sur la côte syrienne, des marins venus de Chypre déchargent des lingots de cuivre en forme de peau de bœuf, tandis que des scribes enregistrent les cargaisons sur des tablettes d'argile. En Égypte, les fonctionnaires accueillent des caravanes de marchandises venues du nord, perles de verre, ambre, même des chevaux. Plus à l'intérieur des terres, dans la ville de Hattusa, les messagers hittites se préparent à livrer des lettres scellées avec des emblèmes royaux à des pharaons et des rois situés à des centaines de kilomètres. Ces lettres n'étaient en soi pas de simples notes de politesse. Elles étaient des contrats, des alliances, parfois même des propositions de mariage entre familles royales. Un exemple célèbre a survécu, les lettres d'Amarna, écrites au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Elles montrent les rois de Babylone, d'Assyrie, de Hatti et d'Égypte, s'adressant les uns aux autres comme à des frères, échangeant des cadeaux d'or, d'ivoire et de pierres précieuses. Un souverain se plaint même que la dernière livraison d'or du pharaon était plus petite que prévu, une version de service client à l'âge du bronze. C'est un aperçu d'un monde déjà profondément connecté, politiquement, économiquement et culturellement. Mais le commerce et la diplomatie n'étaient pas les seuls liens qui unissaient ce monde. L'art, l'écriture et la religion circulèrent sur les mêmes routes. Un style de gravure né en Mésopotamie pouvait réapparaître des siècles plus tard en Crète. Des scarabées égyptiens se retrouvaient dans des tombes mycéniennes. Les premiers alphabets ont probablement évolué à partir des écritures que les marchands transportaient entre ports. Même les mythes voyageaient, transformés à chaque récit, jusqu'à devenir partie intégrante de nouvelles cultures. Et puis il y avait les navires eux-mêmes, les moteurs silencieux de la connexion. L'épave de l'Uburun, découverte au large des côtes de Turquie, raconte cette histoire mieux que n'importe quel texte. Quand les plongeurs l'ont trouvée, c'était comme une capsule temporelle datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ. À bord se trouvaient 10 tonnes de cuivre, 1 tonne d'étain, des jarres de résine, des défenses d'éléphants,
des bijoux en or, des lingots de verre et des épices rares. Des objets venus d'au moins 7 régions différentes étaient réunis. Preuve que ce seul navire avait touché presque toutes les grandes cultures de l'époque. C'est presque incroyable, un monde si connecté, si actif dans le commerce et les échanges, qu'il reflète l'esprit d'une autre. La différence, c'est qu'à l'époque, ces liens ne reposaient ni sur des fils ni sur des écrans, mais sur le courage. Chaque voyage comportait des risques. Chaque message mettait des semaines, voire des mois, à arriver. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, le système fonctionnait. La toile de l'âge du bronze était fragile, mais elle tenait. Pendant des siècles, elle soutint des empires prospères et des cités-États riches. Chacun dépendait de l'autre, liés par le commerce et la confiance, jusqu'au jour où la toile commença à se défaire. Les sécheresses l'arrivèrent, les guerres se propagèrent, des villes entières se turent, et ces fils invisibles qui reliaient le monde se rompirent, un par un. Mais avant cet effondrement, avant que le feu ne balaye les palais de Mycène et que les archives de Hattusa ne se réduisent en poussière, l'humanité avait accompli quelque chose d'extraordinaire, le premier monde connecté, un monde où un scribe en Égypte pouvait connaître le nom d'un roi en Anatolie, où les marchands transportaient à la fois métal et mythes à travers les mers, et où le rythme de la civilisation battait dans chaque port et chaque route. Il est étrange de penser qu'il y a plus de 3000 ans, les gens vivaient déjà dans un monde pas si différent du nôtre, connectés, ambitieux, curieux et toujours en quête de davantage. L'île des palais, les Minoens de Crète. Si vous vous teniez sur l'île de Crète il y a plus de 4000 ans, vous auriez vu un monde qui ne correspondait pas vraiment à l'image du pouvoir ancien. Il n'y avait pas de murs imposants, pas de forteresses hérissées de lances, pas d'armées marchant dans les rues. À la place, il y avait des palais, élégants, ouverts, peints en rouge et bleu vif, où les gens se promenaient entre des colonnes et des cours baignées de lumière. C'était le monde des Minoens, la première grande civilisation d'Europe, et l'une des plus mystérieuses. Ce qui les rendait si différents, c'était leur vision de la vie. Alors que d'autres cultures de l'âge du bronze bâtissaient des empires par la guerre, les Minoens construisaient ce leur par la beauté, l'art et le commerce. Leurs palais n'étaient pas seulement des résidences royales, ils étaient le cœur vivant de l'île, en partie marché, en partie temple, en partie centre administratif. Le plus célèbre de tous était Knossos, un labyrinthe de couloirs et d'escaliers si complexes qu'aujourd'hui encore, il semble être un rêve sculpté dans la pierre. Lorsque Sir Arthur Evans découvrit Knossos au début des 1900, il n'en revenait pas. Voici une civilisation plus ancienne que la Grèce antique, et pourtant si avancée qu'elle semblait moderne. Il trouva des fresques montrant des gens dansant, sautant par-dessus des taureaux et naviguant sur des mers bleu vif. Il n'y avait pas de scènes de bataille sombres, pas de rois brandissant des lances, seulement des scènes de célébration, de nature et d'harmonie. Comme si la vie elle-même était la plus grande œuvre d'art des Minoens. Ils étaient des artisans brillants. Ils fabriquaient des poteries si fines qu'elles semblaient peintes dans l'air. Ils gravaient dans ce minuscule seau qui racontait des histoires entières dans un espace pas plus grand qu'une pièce de monnaie. Ils inventèrent sur l'écriture, en réalité 2 écritures, l'une appelée hiéroglyphe crétois et l'autre connue sous le nom de linéaire A. Aucune n'a été complètement déchiffrée, ce qui signifie que leur voix chuchote encore juste au-delà de notre compréhension. La position de la Crète lui donnait du pouvoir. L'île se trouvait au cœur de la mer Égée, assez proche de l'Égypte, de l'Anatolie et de la Grèce pour commercer avec tous. Leurs navires transportèrent de l'huile d'olive, du vin, des bijoux et des textiles, et revenaient avec des métaux, des épices et des idées. Ce mouvement constant de marchandises et de culture faisait de la Crète un lieu de rencontre des mondes, un carrefour où l'Afrique, l'Asie et l'Europe se touchaient discrètement. Mais derrière cette élégance, il y avait le mystère. Les Minoens vénéraient profondément la nature, la mer, le ciel et la terre qui les entouraient. Ils construisirent des sanctuaires dans les grottes des montagnes et sur les collines, décorés de symboles comme les doubles haches et les spirales. Une image revient sans cesse. Une figure tenant parfois des serpents, parfois debout sur les montagnes, toujours imposant le respect. Pour les Minoens, le sacré n'était pas distant ni effrayant. Il était tissé dans le rythme de la vie quotidienne. Il y a aussi la légende venue plus tard, l'histoire du Minotaure et du labyrinthe. Les Grecs anciens racontaient le roi Minos, régnant depuis un palais si vaste qu'il ressemblait à un labyrinthe, et de la créature cachée à l'intérieur. Nous ne saurons peut-être jamais combien de vérité se cache derrière ce conte, mais il est clair que le mythe du labyrinthe
a grandi à partir de quelque chose de réel, les couloirs sinueux de Knossos, où la lumière filtre par les escaliers, et chaque tournant semble le début d'une autre histoire. Ce qui est fascinant, c'est à quel point leur monde paraît pacifique, du moins jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Les Minoans laissèrent peu de traces de guerre, pas de grandes fortifications et peu de preuves d'armées permanentes. Pendant des siècles, ils semblaient prospérer uniquement grâce au commerce et à la diplomatie. Certains chercheurs pensent même que leur puissance navale gardait les mers sûres, transformant la Méditerranée en marché partagé plutôt qu'en champ de bataille. Mais la nature peut être plus puissante que n'importe quelle armée. Vers le milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, un volcan entra en éruption sur l'île voisine de Terra, une explosion si massive qu'elle provoqua des tsunamis vers la crête et couvrit le ciel de cendres. Qu'elle ait détruit directement les Minoens ou les ait affaiblis au point de ne pas se relever. Personne ne le sait avec certitude. Ce que nous savons, c'est que leur monde commença à s'éteindre peu après. Même en ruine, cependant, les Minoens ont laissé quelque chose de lumineux, un aperçu de ce que la civilisation peut être lorsque l'art, la foi et la communauté sont en équilibre. Ils étaient des bâtisseurs de beauté, des rêveurs au bord de la mer, et peut-être les premiers à montrer à l'Europe ce que signifie vivre non pas par l'épée, mais par l'esprit de création. La légende du roi Minos, quand le mythe rencontre l'archéologie. Toute civilisation laisse derrière elle des histoires, certaines gravées dans la pierre, d'autres portées par le vent. Pour les Minoens de Crète, leur plus grande histoire a survécu, non pas dans leur propre langue, mais dans les mythes d'un autre peuple, les Grecs anciens. Et au centre de cette histoire se tient un nom, le roi Minos, un souverain si puissant et mystérieux que sa légende a grandi jusqu'à brouiller la frontière entre l'histoire et l'imagination. Vous connaissez probablement le récit. Minos était le roi qui exigeait un tribut d'Athènes, 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles envoyées tous les 9 ans en sacrifice à la créature cachée sous son palais, le Minotaure, mi-homme, mi-taureau. Au fond du labyrinthe construit par l'artisan Dédale, la bête attendait jusqu'au jour où le héros Thésée entra, guidé par le fil ingénieux d'Ariane, et mit fin à l'horreur. C'est une histoire remplie de symboles, pouvoir, fierté, courage et rébellion. Un mythe qui ressemble plus à de la poésie qu'à un souvenir. Mais si certaines parties étaient vraies, lorsque Arthur Evans commença les fouilles à Knossos, au début des 1900, il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il venait de pénétrer dans le monde de ce mythe. Le palais était immense, des couloirs tortueux, des escaliers qui semblaient se tourner en rond, et d'innombrables salles décorées de taureaux. Des taureaux sur les fresques, des taureaux sur les poteries, même d'énormes cornes de taureaux sculptées dans la pierre. Pour Evans, ce ne pouvait pas être une coïncidence. Les Grecs devaient donc se souvenir de quelque chose de réel. Un palais si vaste et une culture si attachée au taureau qu'elle devint la graine de la légende du labyrinthe. Le taureau était sacré pour les Minoens. Dans leur art, hommes et femmes sont représentés sautant par-dessus des taureaux en charge, un rituel appelé saut du taureau. Ce n'était pas un combat, c'était une danse, symbole d'équilibre et de grâce. Pour un étranger, cela pouvait sembler fou, mais pour les Minoens, c'était un moment d'harmonie entre la force humaine et le pouvoir sauvage de la nature. Avec le temps, cette image a peut-être évolué pour devenir la créature mi-homme du mythe, le Minotaure, l'homme-taureau du labyrinthe. Et Minos lui-même, était-il réel? Certains historiens pensent que Minos n'était peut-être pas une seule personne. Cela pourrait avoir été un titre comme « Pharaon » en Égypte, transmis d'un souverain à l'autre. Dans ce sens, le roi Minos aurait pu être tous les souverains de Crète, rappelés par les Grecs plus tard comme une figure intemporelle d'autorité. L'histoire du labyrinthe porte aussi l'écho du palais lui-même. Knossos n'était pas un labyrinthe construit pour désorienter. C'était un chef-d'œuvre architectural. Les couloirs se transformaient en escaliers, les escaliers s'ouvraient sur des cours et les puits de lumière inondaient les pièces de couleur. Mais pour quelqu'un entendant ces récits des siècles plus tard, histoire de salles sans fin et de pièces mystérieuses, cela pouvait bien ressembler à un labyrinthe. Puis il y a la légende de Dédale et Icare, le constructeur et son fils qui s'enfuirent de Crète sur des ailes de cire et de plumes. Cela pourrait-il venir des souvenirs de l'ingéniosité minoenne? Les Minoens étaient des ingénieurs d'un talent stupéfiant. Leur palais possédait des canalisations, une ventilation, même des bâtiments à plusieurs étages bien avant que cela n'apparaisse ailleurs en Europe. Pour les générations suivantes,
Ce type de sophistication pouvait sembler magique, ou un génie frôlant le divin. Ce qui rend tout cela si saisissant, c'est la façon dont mythe et histoire se sont mêlés après la disparition des Minoens. Leur langue, le linéaire A, reste indéchiffrée. Ils ne peuvent donc pas nous raconter leur version des événements. À la place, nous les voyons à travers les yeux de ceux qui sont venus après, les Mycéniens, qui prirent à la Crète après la chute des Minoens. Peut-être que les Mycéniens se souvenaient de fragments de l'ancien monde qu'ils y trouvèrent, arts étranges, ruines imposantes, récits de rois puissants. Au fil des générations, ces fragments devinrent des légendes. Lorsque les histoires d'Homère furent non chantées, les véritables Minoens avaient déjà disparu depuis des siècles. Pourtant, leur mémoire survécut dans le langage du mythe, transformée, exagérée, mais jamais perdue. C'est comme si les Grecs, sans le savoir, préservaient le fantôme d'une civilisation enfouie sous la leur. Ainsi, lorsque nous parlons du roi Minos, nous parlons en réalité de quelque chose de plus vaste, le point de rencontre entre mémoire et imagination. Une histoire qui a commencé dans les palais de Crète, traversé des générations de conteurs, et enfin repris vie lorsque les archéologues ont balayé la poussière. Aujourd'hui, lorsque nous parcourons les ruines de Knossos, nous pouvons presque entendre les deux voix, le mythe et la réalité, résonner ensemble. Les marches de pierre peuvent être brisées, les fresques fanées, mais l'esprit de cette légende plane encore dans l'air, nous rappelant que les mythes ne sont jamais de simples histoires. Parfois, ce sont les ombres de vérités oubliées, attendant d'être redécouvertes. Feu et terre. L'éruption de Terra. Parfois, l'histoire change en un seul jour. Non à cause des rois ou des guerres, mais parce que la terre elle-même décide de parler. Vers le milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, l'île de Terra, aujourd'hui appelée Santorin, entra en éruption. Ce qui avait été une île volcanique paisible dans la mer Égée devint le théâtre de l'une des éruptions les plus puissantes de l'histoire humaine. À ce moment-là, le feu rencontra la mer et le monde antique bascula à jamais. Avant l'éruption, Terra abritait une colonie minoenne prospère. Les archéologues découvrirent 6 plus tard ces ruines sous des couches de cendres, parfaitement préservées. Rues, poteries, fresques, même des meubles, figés dans le temps. La ville d'Akrotiri paraissait si avancée qu'elle aurait pu faire partie de Knossos lui-même. Les maisons avaient plusieurs étages, de l'eau courante, des murs peints. Ce n'était pas un village reculé, c'était un fragment vivant du monde minoen, lumineux et plein de vie. Puis vinrent les cygnes. Le sol commença à trembler. Les oiseaux quittèrent le ciel. Peut-être les habitants savaient-ils ce qui arrivait, car lorsque le volcan éclata enfin, ce fut avec une force inimaginable. Une colonne de cendres monta plus de 20 kilomètres dans le ciel. Des rivières de roches en fusion dévalèrent les pentes. La mer bouillonna. Et puis, le cœur de l'île s'effondra, créant la vaste caldeira immergée qui définit encore Santorin aujourd'hui. L'explosion fut si massive que son bruit aurait pu être entendu à des centaines de kilomètres. Le ciel au-dessus de la Méditerranée orientale s'assombrit pendant des jours, peut-être des semaines. Des cendres tombèrent jusqu'en Égypte. Les vagues provoquées par l'éruption, des tsunamis plus hauts que des bâtiments, se propagèrent, frappant les côtes de Crète et des îles proches. Pour les Minoens, dont la civilisation tournait autour de la mer, cela dut être dévastateur. Nous ne saurons jamais exactement combien du monde minoen fut détruit ce jour-là, mais les preuves suggèrent qu'un changement irréversible se produisit. Les ports disparurent, les routes commerciales s'effondrèrent, le rythme de vie en Crète, celui qui battait au son de l'art, de la musique et du commerce, tomba silencieux. Mais l'impact de l'éruption ne fut pas seulement physique, elle laissa des cicatrices dans l'imaginaire. Pendant des siècles, les gens racontèrent des histoires d'une grande île engloutie par la mer, une civilisation dorée punie par la nature ou le destin. Certains pensent que ce récit devint la graine d'une autre légende, l'Atlantide. L'histoire d'un monde fier et beau disparu sous les vagues semble presque trop familière pour être une coïncidence. Pourtant, ce n'est pas seulement la destruction qui rend l'éruption de Terra remarquable, c'est ce qu'elle a préservé. Sous toute cette cendre, le temps s'arrêta. Lorsque les archéologues commencèrent à fouiller à Krotiri, ils découvrirent des fresques colorées montrant des gens, récoltant le safran, naviguant sur des navires et célébrant la vie. C'est comme si la ville avait été mise en pause au milieu d'une respiration. Ces peintures nous offrent un instant de paix avant le désastre, un rappel qu'au-delà de chaque ruine, il y avait autrefois des rires, du commerce et des journées ordinaires.
La puissance de l'éruption modifia même le climat. Des scientifiques étudiant des carottes de glace au Groenland trouvèrent des traces de soufre provenant des cendres de Terra, ce qui signifie qu'elle a pu assombrir le soleil dans le monde entier, refroidissant la Terre pendant des années. En Égypte, les archives de l'époque parlent de récoltes ratées et de ciels étranges. Dans tout le Proche-Orient, les royaumes eurent du mal à survivre. Une seule éruption, une seule île, aurait pu provoquer des répercussions sur tout l'âge du bronze. Pourtant, les Minoens ne disparurent pas du jour au lendemain. Ils survécurent, un temps. Mais l'équilibre de leur monde fut ébranlé. L'harmonie naturelle sur laquelle ils avaient fondé leur civilisation avait été brisée. Lorsque la main de la nature frappe avec autant de force, aucune beauté ou commerce ne peut protéger. Aujourd'hui, debout sur Santorin, il est difficile d'imaginer la fureur qu'il a autrefois consumée. Les falaises brillent de blanc et de rouge sous le soleil, la mer repose calmement dans le cratère, et les touristes se promènent dans les ruelles sans savoir que sous leurs pieds repose le fantôme d'Akrotiri, une ville silencieuse qui prospérait autrefois à l'ombre d'un volcan endormi. L'histoire de Terra nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement façonnée par l'ambition humaine, mais par les forces brutes de la planète sur laquelle nous vivons. Feu et terre, vent et eau, ils peuvent construire autant qu'ils peuvent détruire. Et parfois, ce qu'ils détruisent devient la plus grande découverte de toutes. La porte des lions, l'avènement des Mycéniens. Avant que les mythes des héros ne soient écrits, avant qu'Homère ne chante Troie, il y avait un royaume réel derrière ces histoires, une terre de rois, de forteresses et de bronze. Perchée sur une colline rocheuse du Péloponnèse se dressait la cité de Mycène, et à son entrée, la massive porte des lions veille encore en silence. 2 grands lions sculptés dans la pierre gardent le passage, leurs têtes disparues depuis longtemps, leur corps se faisant face au-dessus d'un pilier sacré. Passer sous eux, c'était pénétrer au cœur d'un monde qui allait définir l'âge des héros. Les Mycéniens surgirent après les Minoens, héritant de leur route commerciale, de leur écriture et même de leur sens de la beauté, mais ils étaient différents dans l'esprit. Là où les Minoens construisaient eux des palais ouverts à la lumière et aux brises marines, les Mycéniens élevaient des citadelles de pierre et de pouvoir. Leurs murs étaient si épais que les générations suivantes les qualifièrent de cyclopéens, croyant que seuls des géants pouvaient soulever de telles pierres. Ici, ce n'était pas l'art qui régnait, c'était l'ambition. Ils étaient guerriers, marchands et souverains, un peuple qui comprenait à la fois le commerce et la conquête. Depuis leurs bastions, Mycène, Tirinthe, Pylos, ils étendirent leur influence à travers la mer Égée. Des navires portant de la poterie mycénienne ont été retrouvés jusqu'au Levant et en Égypte. Ils échangeaient huile d'olive, vin, armes et objets artisanaux, et en retour rapportaient cuivre, or et récits. Mais derrière le commerce se cachait un amour inébranlable de la guerre. Les Mycéniens vivaient dans un monde où les rois se mesuraient à ce qu'ils pouvaient commander, armée, alliance ou richesse. Leurs palais n'étaient pas seulement des maisons, mais des centres administratifs, remplis de scribes utilisant le linéaire B, la plus ancienne forme connue d'écriture grecque. Ces tablettes enregistraient tout, des rations de grains aux listes d'armures et de serviteurs. C'était une société organisée et complexe, centrée sur le pouvoir du roi, le Wanax. Parcourez aujourd'hui les ruines de Mycène et vous pouvez encore suivre les traces de ce pouvoir. La porte des lions s'ouvre sur une cour menant vers le palais. Sur la pente se trouve un cercle de tombes, le célèbre cercle funéraire A, où les archéologues découvrirent des masques en or martelés, des armes, des bijoux et des trésors qui stupéfièrent le monde moderne. Parmi eux, le soi-disant masque d'Agamemnon, un visage d'or regardant à travers les siècles, bien que nous sachions maintenant qu'il date de plusieurs siècles avant la guerre de Troie. La découverte de ces tombes racontait une histoire de richesse immense et de cérémonial. La mort, pour les Mycéniens, était une autre expression du pouvoir. Les guerriers étaient enterrés avec leurs armes, les nobles avec de l'or, et les femmes avec des bijoux complexes et des diadèmes. C'était un peuple qui célébrait la force, croyant que la gloire, même dans la mort, importait plus que le confort dans la vie. Leur monde reflétait le paysage qu'ils dominaient, rude, rocheux et fier. Les champs devaient être arrachés à la terre, et la sécurité ne venait que des murs. Pourtant, à l'intérieur de ces murs, ils bâtirent quelque chose de remarquable, une culture qui combinait la discipline bureaucratique
avec la passion de la légende. Leurs scribes tenaient des registres, leurs artisans façonnaient le bronze en armes magnifiques, et leurs conteurs, encore inconnus pour nous, tissaient les premiers fils de la tradition épique. Les Mycéniens furent également les premiers à unir une grande partie de la Grèce, sous une identité partagée, sinon sous une seule autorité. Leur langue, leurs traditions et leurs récits posèrent les bases de ce qui deviendrait plus tard la Grèce classique. Les noms de leurs rois, Atrée, Agamemnon, Ménélas, résonneront à travers le temps, transformant l'histoire en légende et la légende en histoire. Mais malgré toute leur puissance, les Mycéniens vivaient avec la même incertitude qui hantait tout pouvoir de l'âge du bronze. La peur que le monde puisse changer du jour au lendemain. Leur forteresse les rendait sûrs, mais aussi isolés. Leur richesse les rendait forts, mais vulnérables à l'envie. Et les mêmes routes commerciales qui leur apportèrent des richesses pouvaient aussi amener des ennemis. Pourtant, à leur apogée, ils dominaient la mer Égée, un peuple qui transformait la pierre en mémoire et la guerre en récit. Lorsque vous vous tenez aujourd'hui devant la porte des lions, levant les yeux vers les pierres anciennes baignées de soleil, vous pouvez presque sentir le poids de cette ambition. Les pas des soldats, les cris des marchands, l'écho des rois qui croyaient que leur nom ne s'éteindrait jamais. Ils avaient raison, les pierres restent, les lions gardent toujours la porte, et l'histoire de Mycène, féroce, fière et durable, marque encore le moment où la Grèce trouva pour la première fois sa voix. Masques d'or et tombes silencieuses, les sépultures de Mycène. Il y a quelque chose de fascinant à se tenir devant un visage qui n'a pas été vu depuis plus de 3000 ans, et se rendre compte qu'il vous regarde toujours. Lorsque l'archéologue Heinrich Schliemann dépoussiéra un masque d'or à Mycène à la fin des 1800, il pensa avoir trouvé le visage d'Agamemnon, le roi légendaire qui combattit à Troie. Ce n'était pas lui. Le masque était centenaire avant Agamemnon. Mais peu importait. L'image devint emblématique. Le masque d'Agamemnon devint le visage d'une civilisation entière. Mycène était déjà en ruine lorsque Schliemann commença les fouilles, une forteresse rocheuse couronnée par la célèbre porte des Lions. Mais sous le sol, il découvrit quelque chose que personne n'attendait, un cimetière royal caché à l'intérieur des murs de la ville. Les tombes étaient des fosses circulaires bordées de pierres, 6 sépultures, contenant 19 corps, et des trésors qui brillaient comme le soleil enterré sous terre. Il y avait des épées et des poignards incrustés d'or et d'argent, des bijoux en ambre et en lapis-lazuli, de délicats coupes et diadèmes, et des visages recouverts de fines feuilles d'or martelées. Chaque masque reproduisait les traits d'un homme, yeux clos, lèvres tranquilles, comme endormis sous l'éternité. Ceux étaient les souverains des premières Mycènes, des hommes ayant vécu avant les héros d'Homère, mais dont la richesse et le pouvoir avaient déjà façonné l'âge du bronze. Les objets enterrés avec eux n'étaient pas seulement décoratifs, ils symbolisaient l'autorité, preuve que les morts emportaient leur statut dans l'au-delà. Même dans la mort, ils restèrent des rois. Se promener aujourd'hui parmi ces tombes, c'est ressentir une tension silencieuse, entre beauté et silence, entre vie et mémoire. L'or éblouit, mais le monde dont ils venaient était dur. Ces hommes régnaient depuis des citadelles de pierre, à une époque où la survie dépendait de la force, des alliances et de la guerre. Chaque pièce d'or était gagnée par le commerce ou la conquête. Et chaque masque pouvait être une dernière déclaration. La gloire peut survivre à la chair. Les archéologues découvrirent ensuite d'autres tombes, de vastes telots ou ruches, sculptées dans les collines avec une symétrie parfaite. La plus célèbre, souvent appelée le trésor d'Atrée, possède une porte plus haute qu'un homme et une chambre voûtée qui tient encore après 30 siècles. En y entrant, votre voix résonne comme à l'intérieur d'un cœur de pierre. Les murs se courbent vers le haut dans une perfection silencieuse, un exploit d'ingénierie qui ne sera égalé en Europe que 1000 ans plus tard. Les Mycéniens construisirent ces tombes pour leurs souverains et héros, les remplissant d'offrandes, chars, armes, vases de bronze et d'or. Ils croyaient que la mort était une continuation de la vie, pas une fin, mais un passage. Les biens funéraires étaient à la fois un hommage et une préparation, garantissant que l'esprit du roi accédait au royaume suivant avec honneur. Pourtant, derrière cette splendeur se cache quelque chose de plus profond, le commencement de la mémoire. Ces tombes et les trésors qu'elles contenaient sont la manière dont nous apercevons le vrai monde derrière les mythes grecs. Les héros d'Homère n'étaient pas seulement des histoires, ils étaient des échos d'un temps où les rois régnaient depuis des palais de pierre et où les guerriers étaient enterrés avec leurs armes.
Lorsque Schliemann découvrit les tombes, il écrivit dans son journal « J'ai contemplé le visage d'Agamemnon. Ce n'était pas vrai, mais cela capturait ce que tout archéologue ressent. Ce pont soudain entre le présent et un monde pensé perdu. Le visage qu'il découvrit, ce masque d'or calme, n'était pas la ressemblance d'un homme, mais l'image d'une époque qui refusait de disparaître. Aujourd'hui, les trésors de Mycène reposent dans des vitrines, loin de la colline où ils sont nés. L'or brise encore, mais le silence demeure. C'est le silence d'une civilisation qui vécut intensément, régna fièrement et ne laissa derrière elle que l'écho de sa grandeur. Des visages de rois qui dorment encore sous la terre, attendant que nous nous souvenions d'eux, les Hittites, gardiens de l'Anatolie. Imaginez-vous sur un plateau élevé au centre de la Turquie, des vents secs balayent les collines rocheuses, l'horizon s'étend à l'infini dans toutes les directions. Cela ne ressemble pas au cœur d'un empire. Et pourtant, il y a plus de 3000 ans, cette terre abritait l'une des civilisations les plus disciplinées, organisées et résilientes de l'âge du bronze, les Hittites, alors que d'autres puissances s'élevaient sur des fleuves fertiles ou le long de routes commerciales animées. Les Hittites construisaient leur force dans un lieu presque trop rude pour soutenir la grandeur. Mais c'était leur secret. Le paysage accidenté les a façonnés, les rendant ingénieux, prudents et farouchement protecteurs. Ils n'étaient pas des conquérants par hasard, ils étaient des gardiens par nécessité. Leur capitale, Hattusa, était sculptée dans les roches de l'Anatolie, entourée de murs s'étendant sur des kilomètres. D'immenses portes de pierre protégeaient la ville, la porte des lions, la porte du roi et la porte du Sphinx, chacune proclamant le pouvoir. À l'intérieur, temples, palais et bâtiments administratifs s'étendaient sur les collines. Depuis ce centre, les souverains hittites gouvernaient un vaste empire qui s'étendait de l'Égée aux frontières de la Mésopotamie. Ce qui les rendait remarquables n'était pas seulement leur taille ou leurs armées, c'était leur organisation. Les Hittites furent l'une des premières civilisations à créer un système juridique où la loi était stable et rationnelle. Leur code ne visait pas la vengeance ou la punition divine. Il était pratique, amende pour vol, compensation pour blessure, justice fondée sur des preuves et la raison. Dans un monde où les dirigeants revendiquaient souvent une autorité sacrée, les Hittites croyaient à l'équilibre et à l'ordre. Ils étaient également maîtres de la diplomatie. Ils rédigeaient des traités, scellaient des alliances et géraient les relations étrangères avec une sophistication étonnante. L'un de leurs rois, Suppiluliuma-Prim, transforma la politique du Proche-Orient ancien. Son empire devint si puissant que même l'Égypte, le royaume le plus puissant de l'époque, prit note. Puis vint l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire, la bataille de Kadesh, opposant les Hittites aux Égyptiens sous le pharaon Ramsès II. Ce fut l'une des plus grandes batailles de chars jamais enregistrées, des dizaines de milliers de soldats s'affrontant dans la poussière. Bien que les deux camps revendiquèrent la victoire, aucun ne put vraiment triompher. Ce qui suivit fut encore plus important. Le premier traité de paix connu, gravé sur des tablettes d'argile et écrit en deux langues, égyptien et akkadien. Des copies subsistent encore aujourd'hui. C'était un moment où les mots accomplissaient ce que les épées ne pouvaient pas. Les Hittites n'étaient pas seulement des guerriers et des hommes d'État, ils étaient aussi des innovateurs. Ils furent parmi les premiers à travailler le fer sans jamais abandonner complètement le bronze. Leur maîtrise de ce nouveau métal leur donna un avantage dans les outils et les armes, marquant l'aube d'une nouvelle ère technologique. Leur culture était riche en traditions et symboles. Les Hittites honoraient les forces naturelles autour d'eux, le vent, la pluie, les montagnes et la terre elle-même. Plutôt que de forcer les peuples conquis à abandonner leurs coutumes, ils les intégraient, créant une tapisserie de croyances locales reflétant la diversité de leur empire. Leur force ne résidait pas seulement dans les armées, mais dans la compréhension. Mais même les gardiens de l'Anatolie ne pouvaient le protéger pour toujours. Vers le XIIe siècle avant l'ère commune, le monde hittite commença à s'effondrer. Sécheresse, famine et invasion, peut-être par les mystérieux peuples de la mer, ravagèrent leur ville. Hattusa brûla et l'empire sombra dans la légende. Pendant des siècles, il fut oublié, son nom ne survivant que dans des écrits anciens épars. Puis, au début du XXe siècle, les archéologues redécouvrirent les ruines de Hattusa. Des milliers de tablettes d'argile en écriture cunéiforme furent mises au jour, lettres, traités, rituels, voire registres quotidiens. Lorsqu'elles furent enfin déchiffrées, les Hittites parlèrent de nouveau après 3000 années de silence.
Ils révélèrent une civilisation faite d'intelligence, d'ordre et de résilience. Aujourd'hui, en traversant les portes brisées de Hattusa, les pierres portent encore un sentiment d'autorité silencieuse. Les lions qui gardaient jadis la ville regardent le vent, leur visage usé mais fier. Ils nous rappellent un peuple qui régnait non seulement par la force, mais par la sagesse, gardien d'une terre qui exigeait les deux. Voix de Hattusa. Les archives d'argile, perchées sur le plateau anatolien, entourées de collines balayées par le vent et de l'odeur de la terre sèche, se dressait autrefois une ville de pierres et de portes. Hattusa. Elle n'était pas bâtie pour la beauté ou le luxe comme les palais de Crète, mais pour la durabilité. Ici, au cœur de l'actuelle Turquie centrale, les rois hittites ont façonné un empire rivalisant avec l'Égypte et Babylone. Et bien que leurs temples se soient effondrés et que leurs murs se soient transformés en poussière, quelque chose de leur voix demeure, pressé dans l'argile, attendant d'être lu. Lorsque les archéologues découvrirent les ruines de Hattusa au début du XXe siècle, ils trouvèrent quelque chose d'étonnant, des dizaines de milliers de tablettes d'argile, enfouies profondément dans les chambres et dépôts des palais. Chacune était couverte de petits signes en forme de coin, l'écriture cunéiforme, empruntée aux Sumériens et adaptée à leur langue. Ce n'étaient pas des ornements ni des décorations, c'étaient des registres, le battement de cœur d'une civilisation. Les tablettes parlaient de rois, de traités, d'impôts, de batailles et de la vie quotidienne. Elles racontaient comment les Hittites administraient un empire qui s'étendait à travers l'Anatolie et jusqu'en Syrie, gouvernant des dizaines de villes et de tribus. Elles révélèrent la bureaucratie d'un peuple obsédé par l'ordre, liste de soldats, expéditions, récoltes et décrets officiels. Chaque décision, chaque loi, chaque accord était enregistré sur l'argile, séché au soleil et conservé dans les archives de la capitale. L'une des découvertes les plus remarquables fut un document diplomatique, le traité de paix entre les Hittites et les Égyptiens après la bataille de Kadesh. C'est le plus ancien traité international connu de l'histoire, rédigé à la fois en hiéroglyphes égyptiens et en cunéiforme hittite. Deux grands rois, Ramsès d'Égypte et Hattusili de Hatti, y concluaient amitié et défense mutuelle. Une copie de ce traité est exposée aujourd'hui à l'ONU, un message d'un monde disparu depuis 3000 ans, rappelant que la diplomatie est aussi ancienne que le conflit. Mais toutes les tablettes ne parlaient même pas de politique. Beaucoup racontèrent des histoires, récits de héros, défis et forces naturelles qui façonnaient leur monde. Ces narrations n'étaient donc pas destinées uniquement au divertissement. Elles étaient guides, rituels et leçons, préservées par des scribes convaincus que la parole écrite pouvait transmettre le savoir et la mémoire à travers les générations. Lire ces tablettes aujourd'hui ressemble presque à écouter. On peut percevoir le rythme des mains des scribes, l'attention minutieuse portée aux détails, la conscience que ce qu'ils écrivaient avait de l'importance. Chaque tablette était un message destiné à survivre à son auteur, et d'une certaine manière, elle l'a fait. Les Hittites ont peut-être disparu, leur ville brûlée et leur empire oublié pendant des millénaires, mais à travers leurs archives, ils parlent encore. Nous connaissons leurs lois, leurs peurs, leurs préoccupations quotidiennes, même les noms de reines et d'officiels. Nous savons comment ils gérissent les récoltes, punississent les voleurs, célébrissent les victoires et craignissent la trahison. Leurs tablettes d'argile ont transformé le silence en mémoire, et peut-être que c'est là le véritable pouvoir de Hattusa. Non pas les portes massives ou les lions sculptés dans la pierre, mais ces voix silencieuses enfouies dans la poussière. Ça nous rappelle que les civilisations ne se construisent pas seulement avec des murs ou de l'or, mais avec des mots assez forts pour traverser les siècles. Debout parmi les ruines aujourd'hui, le vent semble porter des murmures, écho des scribes penchés sur l'argile, pressant leurs calames dans la terre humide, capturant le monde tel qu'ils le voyaient. Ces voix de Hattusa ont survécu au feu, au temps et à l'oubli. Et encore aujourd'hui, elles parlent, doucement mais clairement, depuis l'argile. Lettres, entre rois, les diplomates de l'âge du bronze. Bien avant les téléphones, les traités ou les ambassades, les souverains de l'âge du bronze s'écrivaient déjà, non pas avec des plumes ou du papier, mais avec de l'argile et un stylet. À travers déserts et mers, les messages voyageaient sous forme de petites tablettes gravées de signes cunéiformes, portant salutations, négociations, mariages et même menaces subtiles. Ces lettres révèlent quelque chose d'impressionnant. Il y a 3500 ans, la diplomatie était déjà un art.
Le cœur de cette correspondance ancienne se trouvait dans les archives royales de lieux comme l'Égypte, Babylone et surtout la capitale hittite, Hattusa. Là, des scribes enregistraient soigneusement chaque mot échangé entre les grandes puissances de l'époque, Égypte, Mitanni, Assyrie, Babylone et les Hittites eux-mêmes. Ensemble, ces royaumes formaient ce que les historiens appellent aujourd'hui le club des grandes puissances de l'âge du bronze tardif. Leurs souverains étaient rivaux, oui, mais aussi partenaires, liés par le respect, les coutumes et le besoin de stabilité. Ces rois s'adressaient les uns aux autres, non comme à des étrangers, mais comme à des frères. Ce mot avait un poids énorme. Il signifiait l'égalité, que les deux parties reconnaissaient l'autorité de l'autre. Une lettre d'un frère à un autre pouvait s'ouvrir par une politesse rituelle. « À mon frère, le grand roi d'Égypte, ainsi parle le grand roi de Hatti. Que la paix soit entre nous et nos terres. » Sous la courtoisie se cachait cependant un calcul subtil. Chaque ligne, chaque geste de respect faisait partie d'un délicat équilibre des pouvoirs. La diplomatie à l'âge du bronze ne reposait pas seulement sur les mots, mais aussi sur les cadeaux. Or, chevaux, textiles fins, ivoire et même princesse royale franchissaient les frontières comme signe de bonne volonté. Le mariage était un outil politique, un moyen de sceller des alliances et d'éviter les guerres. Quand une princesse voyageait de Hattusa à l'Égypte, elle portait non seulement sa dot, mais aussi le poids des espoirs de paix de deux empires. Une des collections les plus célèbres de ces lettres fut découverte dans la ville égyptienne d'Amarna. Des centaines de tablettes écrites en akkadien, la langue diplomatique de l'époque. Elles enregistrent des négociations sur les routes commerciales, des demandes d'or, des plaintes pour promesses non tenues et des excuses soigneusement formulées. À travers elles, nous percevons les personnalités des rois eux-mêmes, fiers, prudents, parfois mesquins, souvent rusés. Ces lettres révèlent aussi un monde bien plus connecté qu'on ne l'imaginait. Les messagers se déplaçaient constamment entre les empires, transportant nouvelles, rumeurs et alliances. Une seule tablette pouvait parcourir des centaines de kilomètres, traversant des terres hostiles et des cours étrangères avant d'atteindre sa destination. Les auteurs faisaient confiance non seulement à leurs envoyés, mais aussi au code d'honneur partagé qu'il y ait, ces souverains. Une des lettres les plus touchantes vient d'une reine hittite, Puduepa. Écrivant à la reine égyptienne Néfertari, elle parle non pas de guerre ou de tribu, mais d'amitié entre femmes, souhaitant santé, bonheur et paix durable entre leurs familles. C'est un moment rare et humain, rappelant que derrière les murs de pierre et les titres royaux, il y avait des personnes cherchant à se comprendre et à se faire confiance. Mais la diplomatie ne pouvait pas toujours tenir. Malentendus, ambition et effritement des réseaux commerciaux finiraient par briser cet équilibre fragile. Quand l'âge du bronze s'effondra, les rois frères disparurent et leurs voix tombèrent dans le silence pendant près de 3000 ans. Puis vint la redécouverte. Les archéologues exhument les tablettes d'argile, chacune portant encore l'empreinte des mains anciennes. Lorsqu'elles furent traduites, le monde de l'âge du bronze reprit vie, un monde où la politique s'écrivait sur l'argile, les alliances se scellaient par des cadeaux et la paix dépendait de la sagesse des mots. Aujourd'hui, ces lettres reposent dans les musées, mais leur message demeure. Bien avant la diplomatie moderne, des rois comprenaient déjà que le pouvoir pouvait être partagé, que le respect pouvait franchir les frontières, et qu'encore à l'époque du bronze et des chars, la plus puissante des armes était la communication. Conflit avec l'Égypte, la bataille de Kadesh. L'année était environ 1300 avant notre ère. Deux empires se trouvaient au sommet de leur puissance. L'Égypte, dirigée par l'ambitieux Ramsès II, et l'empire hittite, mené par le redoutable Muwatalli. Entre eux se dressait une seule ville que chacun revendiquait, Kadesh, une forteresse près des rives de l'Oronte, dans ce qui est aujourd'hui la Syrie. Contrôler Kadesh signifiait contrôler les routes commerciales, reliant la Méditerranée à la Mésopotamie. Ce n'était pas qu'une ville, c'était la clé de la domination dans le monde antique. Les armées marchèrent l'une vers l'autre, à travers la poussière et la chaleur. Ramsès commandait une vaste force égyptienne, divisée en 4 divisions portant ses symboles royaux. Les Hittites avançaient tout aussi rapidement, leurs chars tonnant sur les plaines. Ce que les deux camps ignoraient, c'était à quel point ils étaient proches, et comment la tromperie déciderait du sort des événements. Alors que Ramsès approchait de Kadesh, 2 espions hittites capturés furent amenés devant lui. Sous interrogatoire, ils affirmèrent que l'armée hittite était encore loin. Ramsès, les croyant,
avança imprudemment et installa son camp près de la ville. C'était un piège. Les espions avaient menti, et l'armée hittite se cachait déjà derrière les collines, prête à frapper. À l'aube, le sol trembla. Des milliers de chars hittites surgirent de leurs cachettes et se précipitèrent sur le camp égyptien pris au dépourvu. L'attaque fut soudaine et écrasante. Les chevaux hurlaient, les roues éclataient, les soldats se dispersaient. Ramsès lui-même échappa de justesse à la capture. Pendant un moment, il sembla que l'empire d'Égypte allait finir dans la poussière de Kadesh. Mais les Égyptiens se ressaisirent. Des renforts arrivèrent d'une autre division, et la situation changea. Dans le chaos, Ramsès combattit en première ligne, son char traversant la mêlée pour tenter de rétablir l'ordre. La bataille dura des heures, l'air était épais de poussière et du fracas des armes de bronze. Lorsque le combat prit fin, aucun camp ne contrôlait le terrain. Kadesh tenait toujours, et les deux armées étaient trop épuisées pour continuer. En fin de compte, la bataille de Kadesh n'eut pas de véritable vainqueur. L'Égypte revendiqua la victoire dans ses archives. Les Hittites firent de même dans les leurs. Ce qui comptait davantage que le résultat fut ce qui suivit, la prise de conscience que le conflit sans fin ne menait qu'à la ruine. Des années plus tard, les deux empires signèrent ce qui est reconnu aujourd'hui comme le premier traité de paix écrit au monde. Des copies furent gravées sur des tablettes d'argile et des murs, scellant un accord de respect mutuel et d'alliance. Le traité marqua un tournant dans l'histoire. Il montra que même les plus puissants pouvaient choisir la négociation plutôt que la destruction. Derrière la grandeur des pharaons et la discipline des rois hittites se trouvait une compréhension partagée, que la paix pouvait être plus forte que la conquête. Aujourd'hui, les ruines de Kadesh sont silencieuses, ces champs depuis longtemps repris par le temps. Pourtant, quelque part sous le sol demeure la mémoire de ce jour, lorsque deux des plus grandes armées de l'âge du bronze se rencontrèrent dans le tonnerre et le feu, et de leur affrontement naquit la première étincelle de la diplomatie. Effondrement de l'intérieur, la chute du royaume hittite. Tout empire croit qu'il durera pour toujours. Les Hittites ne faisaient pas exception. Pendant des siècles, ils avaient régné sur les hautes terres d'Anatolie avec précision et force, leurs armées disciplinées, leurs villes ordonnées, leurs archives remplies de traités et de registres. Pourtant, vers le XIIe siècle avant notre ère, les murs de leur pouvoir commencèrent à se fissurer. Non pas par un coup unique, mais de l'intérieur. Tout commença silencieusement. Le climat devint plus rude, les pluies manquèrent. Les récoltes qui remplissaient autrefois les greniers de Hattusa commencèrent à diminuer. La sécheresse frappa la région, entraînant famine et désespoir. Les habitants abandonnèrent leurs fermes et se réfugièrent dans les villes, à la recherche de nourriture qui n'existait plus. Le cœur de l'Empire, déjà étiré par sa taille, commença à dépérir. Le commerce, la colonne vertébrale de l'âge du bronze, faiblit ensuite. Les routes marchandes qui apportaient au cuivre, étain et céréales de terres lointaines furent perturbées par la guerre et la piraterie. Les royaumes voisins s'effondrèrent, les caravanes disparurent, et l'approvisionnement qui soutenait l'industrie hittite s'interrompit. Sans bronze, sans nourriture, même la plus forte des forteresses ne pouvait résister. Parallèlement, la pression venue de l'extérieur s'intensifia. Des envahisseurs arrivèrent de l'ouest et du sud, les mystérieux peuples de la mer traversant la Méditerranée en vagues destructrices. Ils frappèrent les villes côtières, brûlèrent dans les ports et détruisirent les réseaux commerciaux. Bien que les Hittites se défendirent avec acharnement, leurs ressources s'épuisaient. Mais la plus grande faiblesse se trouvait à l'intérieur de leurs frontières. L'Empire avait toujours dépendu d'un équilibre subtil entre l'autorité centrale du roi et la loyauté des gouverneurs régionaux. Quand cet équilibre se rompit, l'Empire commença à se déchirer. Les provinces se révoltèrent, les États vassaux cessèrent d'envoyer des tribus, et la communication entre la capitale et les terres lointaines devint impossible. L'administration autrefois puissante, ce réseau complexe de scribes, de messagers et de commandants, se désagrégea. Hattusa, la puissante capitale, devint une ville assiégée, non seulement par des ennemis, mais par le temps lui-même. Les tablettes d'argile de ses archives racontent le désespoir. Requêtes de grains, rapports de rébellion, avertissements d'invasion. Le ton passa de l'ordre à l'inquiétude, puis au silence. Vers 1180 avant notre ère, la ville brûla. Les grandes portes s'effondrèrent, et les halls des rois se réduisirent en cendres. L'Empire disparut si complètement que pendant près de 3000 ans, personne ne se souvint même de son nom.
Seules quelques pierres et symboles restèrent sur les collines anatoliennes. Ce n'est qu'au XXe siècle que les archéologues découvrirent Hattusa et les tablettes d'argile qui racontèrent à nouveau les Hittites, leurs rois, leurs traités, leur ascension et leur chute. L'histoire de leur effondrement n'est pas seulement une histoire de destruction, mais un avertissement. Les Hittites ne furent pas vaincus par un ennemi unique. Ils tombèrent parce que les systèmes qui les rendirent forts, bureaucratie, hiérarchie et contrôle, devinrent fragiles. Quand le monde autour d'eux changea, ils ne purent s'adapter assez vite. Aujourd'hui, quand on se promène parmi les ruines de Hattusa, les pierres semblent encore porter le poids de ce silence. Les lions qui gardaient autrefois les portes font maintenant face à un horizon vide. L'empire qu'ils protégeaient a disparu, mais son histoire perdure, un rappel que même les civilisations les plus puissantes peuvent s'effondrer, non par la force de leurs ennemis, mais par les fractures qui commencent de l'intérieur. L'âge des ténèbres. Le savoir perdu. Lorsque l'âge du bronze s'effondra, ce n'étaient pas seulement des villes et des royaumes qui disparurent, c'était le savoir lui-même. Les systèmes qui reliaient le monde, commerce, écriture, artisanat et diplomatie s'effondrèrent. Pendant des siècles, les compétences qui avaient rendu la vie riche et organisée disparurent. Les lumières de la civilisation s'éteignirent à travers la Méditerranée orientale et un long silence s'installa. La chute fut soudaine. Les palais qui abritaient autrefois scribes et archives disparurent. Les tablettes hittites, les bibliothèques d'Ougari, les registres des rois mycéniens, tout se réduisit en poussière. Même des savoir-faire simples, comme la fabrication de poteries fines ou la taille de pierres détaillées, devinrent rares. Dans de nombreux endroits, les gens oublièrent totalement l'écriture. Les grands systèmes cunéiformes qui enregistraient lois, échanges et histoires depuis des millénaires cessèrent d'être utilisés. C'était comme si le monde avait oublié comment se parler à lui-même. Les villages remplacèrent les cités. Les routes commerciales qui s'étendèrent de l'Égypte à la mer Égée furent rompues. Les outils en bronze devinrent rares, car les réseaux fournissant étain et cuivre avaient disparu. Les populations se tournèrent alors vers le fer, plus difficile à fabriquer, mais trouvé plus près de chez soi. L'âge du fer naquit non pas du progrès, mais de la nécessité. La vie devint plus modeste. Au lieu de palais, il y avait des fortins sur les collines. Au lieu d'empires, des tribus et de petits royaumes. Le savoir se transmettait oralement, fragile, changeant à chaque récit. Même des légendes comme l'Iliade et l'Odyssée commencèrent dans cette époque obscure, par les siens avant d'être écrites. Pour les archéologues, cette période n'est faite que de fragments. Peu d'inscriptions, peu de monuments, peu d'art. C'est comme si les habitants de l'époque vivaient sous une couverture d'oubli, reconstruisant la vie morceau par morceau, sans savoir ce qui avait été perdu. Et pourtant, de cette obscurité, quelque chose de nouveau commença lentement à se former. Les communautés apprirent à s'adapter. Les outils en fer rendirent l'agriculture plus efficace. Le commerce reprit, prudemment, sur de nouvelles routes. L'écriture réapparut, plus simple cette fois, avec l'essor de l'alphabet, plus facile à apprendre et difficile à perdre. L'âge des ténèbres ne fut pas seulement une fin, ce fut une réinitialisation, une pause où l'humanité réapprit à créer, à se connecter et à rêver. Le savoir disparu ne reviendrait jamais sous la même forme, mais sa mémoire façonna les générations suivantes. Lorsque le monde émergea de nouveau à la lumière, quand la Grèce commença à construire ses cités, quand les Phéniciens prirent Mastre la mer, quand de nouveaux empires se levèrent à l'Est, les leçons de cet âge perdu restèrent tellement présentes. Elles rappelaient combien la civilisation peut être fragile et comment, même dans le silence, l'homme trouve des moyens de recommencer. Redécouvrir le perdu, le travail de l'archéologie moderne. Pendant des milliers d'années, les histoires de l'âge du bronze furent enfouies sous la poussière et la pierre. Le monde oublia les noms de ses cités, les visages de ses souverains et les langues qui reliaient autrefois les continents. Il ne restait que des ruines, des mythes et de faibles échos dans les textes anciens. Mais au cours des 2 derniers siècles, des mains patientes et des esprits curieux commencèrent à creuser, et à chaque couche de terre retirée, un monde oublié reprenait lentement vie. L'archéologie commença comme aventure, des explorateurs poursuivant des légendes. Au XIXe siècle, des hommes comme Heinrich Schliemann crurent que les récits de Troie et de Mycène étaient plus que des mythes. Lorsqu'il déterra des masques d'or, des murs effondrés et des tombes anciennes, il prouva que des histoires transmises pendant des générations pouvaient avoir des racines dans des lieux réels.
Peu après, Arthur Evans arriva sur l'île de Crète, découvrant les vastes ruines de Knossos, un dédale de corridors, de cours et de fresques si vives qu'elles semblaient fraîchement peintes. Il appela les bâtisseurs Minoans, d'après le roi légendaire de la mémoire grecque. À mesure que les méthodes s'améliorèrent, l'archéologie devint moins une quête de trésors qu'une recherche de vérité. Chaque fragment de poterie, os ou inscription racontait une partie d'une histoire plus vaste. Des collines arides d'Anatolie aux ports engloutis de la mer Égée, les découvertes commencèrent à relier Minoans, Mycéniens et Hittites en un monde unique et interconnecté. À Hattusa, ancienne capitale hittite, les archéologues découvrirent d'immenses archives de tablettes d'argile écrites dans une langue inconnue depuis des millénaires. Une fois déchiffrées, elles révélèrent une civilisation complexe, commerçant, négociant et correspondant avec l'Égypte et Babylone sur un pied d'égalité. À travers la Méditerranée, des épaves furent découvertes, chargées de cuivre, d'étain, de verre et d'ivoire, preuve des vastes réseaux commerciaux qui unissaient autrefois l'âge du bronze. Aujourd'hui, l'archéologie ne se limite plus aux héros isolés ou aux trouvailles chanceuses. C'est une collaboration, historiens, linguistes, chimistes et analystes numériques travaillant côte à côte pour reconstruire le passé. Les satellites scrutent les déserts, les drones cartographient les cités enfouies, et des modèles 3D permettent aux chercheurs de marcher dans des palais disparus. Ce qui n'était qu'hypothèse est devenu une science de détail, de données et d'observation patiente. Pourtant, beaucoup restent encore cachés. Pour chaque palais découvert, des dizaines gisent toujours sous le sol. Pour chaque inscription traduite, des centaines attendent dans le silence. L'âge du bronze n'est pas encore entièrement connu. Ces mystères continuent de défier ceux qui l'étudient. Redécouvrir ce monde perdu ne consiste pas seulement à exhumer des ruines, c'est comprendre comment la mémoire humaine s'efface et revient. Les archéologues d'aujourd'hui ne creusent pas seulement pour des objets, ils reconstituent une histoire qui appartient à tous, un fragment à la fois, écho de l'âge du bronze, ce qui reste encore. Lorsque nous pensons à l'âge du bronze, il semble incroyablement lointain. Un monde de palais en ruines, de rois oubliés et de cités silencieuses englouties par le temps. Pourtant, si l'on regarde de près, des traces de cette époque sont encore tout autour de nous. Les peuples de Mycène, de Crète et d'Anatolie ont peut-être disparu, mais leurs échos continuent de façonner notre façon de construire, de commercer et de penser aujourd'hui. L'architecture de l'âge du bronze a laissé plus que des ruines. Les murs imposants de Mycène, les forteresses de pierre de Hattusa et les cours complexes de Knossos ont inspiré des générations futures. Ils ont posé les bases de la conception des cités, organisées, fortifiées et remplies d'espaces de rassemblement et de cérémonies. Même le concept de palais, à la fois siège du pouvoir et centre administratif, trouve ses racines ici. L'artisanat continue lui aussi de parler à travers les millénaires. Les Minoens peignaient, avec une couleur et un mouvement qui paraissent encore vivants, des dauphins sautant sur les murs, des danseurs tournoyant dans des vêtements lumineux et fluides. Les Mycéniens transformaient l'or en masques et bijoux délicats, un savoir-faire si avancé que les experts modernes débattent encore de la manière dont ils y parvenaient. Les Hittites gravaient lions et guerriers sur les portes de pierre, symboles de force qui impressionnent toujours par leur précision et leur échelle. Mais leur héritage le plus durable est peut-être la connexion. L'âge du bronze fut le premier grand réseau d'échanges, métaux, idées et langues circulant à travers montagnes et mers. Le commerce liait la Crète à l'Égypte, l'Anatolie à la Mésopotamie, Chypre au Levant. Ce réseau rendait le monde plus petit, et son effondrement rappela aux générations suivantes combien le progrès humain peut être fragile. Même dans notre manière d'écrire et d'enregistrer l'histoire, l'âge du bronze a laissé sa marque. Des premières tablettes cunéiformes au script linéaire B de Mycène, l'écriture devint un outil de mémoire, le moment où les mots ont commencé à survivre à ceux qui les prononçaient. Une grande partie de notre connaissance du monde antique découle de ceux qui ont pressé des symboles dans l'argile ou les ont gravés dans la pierre. Et si l'âge du bronze s'acheva dans le feu et le silence, son esprit d'innovation perdura. L'âge du fer naquit de ses cendres, emportant avec lui ses idées, ordre, art et curiosité. Chaque découverte faite aujourd'hui, d'un seau enfoui à un navire englouti, rappelle que le progrès n'est jamais vraiment perdu. Il attend seulement d'être redécouvert. Le monde de Mycène, des Hittites et des Minoens a peut-être disparu, mais ses échos résonnent encore sous nos pieds, dans les langues que nous parlons,
les murs que nous construisons et ce désir infini de comprendre d'où nous venons. L'âge du bronze a pu s'achever, mais sa mémoire continue de façonner les aubes qui ont suivi.